En 1885, la Belgique compte 3 millions d'habitants. Un territoire plus petit que la Suisse. Pourtant, ce minuscule royaume contrôle un territoire en Afrique centrale 76 fois plus grand que lui-même et a créé un système commercial qui va influencer profondément le commerce mondial pendant un siècle. Comment ? La réponse ne réside pas dans la force militaire, mais dans l'invention d'un mécanisme juridique et financier d'une sophistication remarquable. Bonjour, je suis historien spécialisé en histoire économique et coloniale depuis plus de 20 ans. Nous n'allons pas faire le procès moral de la colonisation belge, sujet déjà traité ailleurs. Nous allons analyser froidement les mécanismes qui ont permis à un petit État de prendre le contrôle d'un commerce à l'échelle mondiale. Ces mécanismes illustrent des principes de pouvoir économique qui dépassent largement le cas belge. Dans les années 1880, l'Europe connaît une révolution industrielle accélérée. Le caoutchouc, nécessaire pour les pneumatiques, les câbles électriques et les machines, devient stratégique. L'Afrique centrale, immense et riche, n'est contrôlée par aucune puissance européenne. La France, l'Angleterre, l'Allemagne se neutralisent mutuellement. C'est dans ce vide géopolitique qu'intervient Léopold II, roi des Belges, et son génie sera juridique et diplomatique. Première innovation fondamentale, la séparation entre État et possession privée. Léopold ne conquiert pas le Congo pour la Belgique, mais pour lui-même en tant que personne privée. En 1876, il crée l'Association internationale africaine, une organisation qui se présente comme philanthropique. Objectif affiché, combattre l'esclavage, développer le commerce légitime. Derrière ce discours humanitaire, l'objectif réel est le contrôle territorial. Mais juridiquement, l'association n'est pas l'État belge. Elle est une entité privée dont Léopold est le propriétaire. Cette séparation offre des avantages considérables. L'État belge officiellement ne colonise rien. Les autres puissances ne peuvent accuser la Belgique d'expansionnisme. Léopold dispose d'une flexibilité totale, sans rendre de compte à un parlement. Il agit comme souverain absolu sur 2 300 000 km², la plus grande propriété privée de l'histoire humaine. Ce principe, dissocier le pouvoir économique de l'État formel pour éviter les contraintes démocratiques, deviendra un modèle pour d'autres formes de contrôle économique. Deuxième innovation, l'utilisation stratégique du droit international émergent. En 1884, Léopold organise la Conférence de Berlin. 14 nations européennes se réunissent pour réguler la colonisation africaine. Mais Léopold joue une carte brillante. Il se présente comme une solution neutre. La Belgique est petite, sans ambition impériale, sans flotte menaçante. Léopold promet que son territoire sera une zone de libre, échange, aucun monopole commercial. Cette promesse séduit les grandes puissances qui craignent qu'une d'elles ne monopolise l'Afrique centrale. L'Angleterre préfère que le Congo soit belge plutôt que français. La France préfère qu'il soit belge plutôt qu'anglais. Résultat, en 1885, les grandes puissances reconnaissent officiellement l'État indépendant du Congo comme propriété personnelle de Léopold II. Une reconnaissance internationale d'une possession privée de la taille de l'Europe occidentale. Aucun précédent comparable dans l'histoire moderne. Tout cela obtenu par négociation diplomatique, pas par conquête militaire. Troisième innovation, le contrôle par infrastructure et monopole de fait. Comment contrôler 2 millions de kilomètres carrés avec des ressources limitées ? Par le contrôle des infrastructures critiques. Léopold investit massivement dans un chemin de fer entre la côte atlantique et le fleuve Congo, près de 400 km. Ce chemin de fer devient le seul moyen efficace d'exporter les matières premières vers l'océan. Qui contrôle le chemin de fer, contrôle l'économie. Parallèlement, Léopold établit une flotte fluviale sur le fleuve Congo, des centaines de bateaux à vapeur qui transportent marchandises et soldats. Il crée la force publique, une armée privée de quelques milliers d'hommes, mobile grâce aux infrastructures. C'est un contrôle par points stratégiques plutôt qu'une occupation totale du territoire. Si vous voulez continuer à explorer ces mécanismes historiques du pouvoir économique et comprendre comment les structures de contrôle se construisent au-delà de la simple force militaire, abonnez-vous maintenant à cette chaîne
et activer les notifications. Nous analysons ces dynamiques avec la profondeur et la rigueur qu'elles méritent. Quatrième innovation, le système de concession. Officiellement, le Congo est une zone de libre-échange. En pratique, Léopold crée des concessions territoriales. Des compagnies privées reçoivent le droit exclusif d'exploiter des régions entières. En échange, elles versent des dividendes à Léopold et financent l'infrastructure. Ces compagnies ont un monopole de fait sur le caoutchouc, l'ivoire, les minerais de leur zone. C'est un capitalisme de monopole pur, sans concurrence, sans régulation extérieure. Ce système génère des profits colossaux. Entre 1890 et 1908, les exportations de caoutchouc sont multipliées par 15. Léopold devient l'un des hommes les plus riches d'Europe. Les profits vont à Léopold personnellement, pas à l'État belge. Cette séparation juridique entre richesse privée et responsabilité publique est maintenue jusqu'au bout. Cinquième innovation, la création d'un précédent juridique international. Le modèle de l'État indépendant du Congo établit plusieurs principes qui vont influencer le droit international. Premier principe, une entité privée peut être reconnue comme souveraine si elle obtient l'accord des grandes puissances. Ce n'est plus la légitimité historique qui compte, c'est la reconnaissance internationale négociée. Deuxième principe, le contrôle d'un territoire peut être exercé par une infrastructure économique plutôt que par une occupation militaire totale. Troisième principe, les promesses de libre-échange peuvent coexister avec des monopoles de fait si ces monopoles sont exercés par des entités juridiquement distinctes du pouvoir formel. Ces principes seront réutilisés tout au long du XXe siècle. Les compagnies pétrolières au Moyen-Orient utiliseront le système de concession territoriale. Les compagnies fruitières en Amérique centrale contrôleront des États par le contrôle des infrastructures. Les zones économiques spéciales en Asie utiliseront le principe de séparation juridique entre territoire économique et territoire politique. Le modèle congolais devient un template. Le modèle léopoldien fonctionne tant que l'information reste contrôlée. Pendant 20 ans, les abus massifs au Congo restent largement méconnus en Europe. Mais progressivement, des missionnaires, des journalistes comme Edmund Morel documentent les atrocités. Le rapport Casement, commandé par le gouvernement britannique, détaille les horreurs. L'opinion publique internationale est choquée. Face à la pression, Léopold cède. En 1908, il vend l'État indépendant du Congo à la Belgique. Le territoire devient colonie belge. C'est la fin de la possession privée. Pourquoi cet effondrement ? Parce que le modèle léopoldien avait une faiblesse structurelle. Sa légitimité reposait sur une fiction humanitaire. Quand cette fiction s'est effondrée face aux preuves documentées, la reconnaissance internationale s'est érodée. Comparons ce modèle avec d'autres tentatives historiques. La Compagnie britannique des Indes orientales utilisait déjà le principe de séparation entre États et entités commerciales privées, mais elle n'a jamais obtenu la reconnaissance internationale d'un territoire comme possession privée souveraine. La United Fruit Company utilisera le principe de contrôle par infrastructure en Amérique centrale, mais ne sera jamais reconnue comme souveraine. Le Congo de Léopold va plus loin juridiquement. La souveraineté elle-même était privée et reconnue internationalement pendant 23 ans. C'est unique dans l'histoire moderne. Appliquons cette analyse au présent en identifiant les continuités structurelles. Aujourd'hui, aucune entité privée ne peut posséder un territoire reconnu internationalement comme souverain, mais certains mécanismes identifiés persistent sous des formes adaptées. Le contrôle par infrastructure reste fondamental. Qui construit et possède les ports, les aéroports, les réseaux de télécommunications, exerce un pouvoir économique considérable, même sans souveraineté formelle. La Chine finance et construit des infrastructures portuaires et ferroviaires dans des dizaines de pays africains et asiatiques. Elle n'annexe aucun territoire, mais elle obtient des baux de longue durée, 99 ans parfois, et un contrôle opérationnel des infrastructures construites. Le système de concession territoriale persiste. Des compagnies minières ou pétrolières obtiennent des droits exclusifs d'exploitation sur des zones géographiques définies, parfois plus grandes que des pays européens. Ces concessions créent des quasi-États dans l'État, avec leurs propres règles, leur propre sécurité. La séparation juridique entre entité économique et responsabilité politique permet d'éviter certaines contraintes démocratiques ou régulations nationales. La leçon la plus profonde du cas belge est structurelle. Léopold II
a compris que, dans le monde moderne, le pouvoir territorial ne nécessite pas nécessairement la souveraineté étatique classique ni la force militaire écrasante. Il suffit de 3 éléments: une reconnaissance internationale négociée, un contrôle des infrastructures critiques et une sophistication juridique qui sépare pouvoir économique et responsabilité politique. Ces 3 éléments, combinés, permettent un contrôle effectif plus durable que de nombreuses conquêtes militaires. Cette compréhension bouleverse notre vision traditionnelle du pouvoir. Nous pensons souvent le pouvoir en termes territoriaux et militaires, mais l'histoire belge au Congo montre qu'un petit pays sans force militaire significative peut contrôler un territoire immense par des mécanismes juridiques, diplomatiques et infrastructurels. Ce n'est pas la force qui compte, c'est la structure. Ce n'est pas la taille qui importe, c'est le système. Le Congo devient colonie belge officielle en 1908 et le restera jusqu'à l'indépendance en 1960. Pendant cette période, le système économique de contrôle par infrastructure et concession persiste. Les grandes compagnies minières belges continuent d'exploiter les ressources avec des droits quasi souverains. L'indépendance congolaise ne mettra pas fin immédiatement à ce contrôle économique. Le pouvoir économique survit souvent au changement de souveraineté politique. Comment un petit pays a-t-il pris le contrôle du commerce mondial? La Belgique, en tant qu'État, n'a pas pris ce contrôle. Léopold II a créé un système qui a capturé une part significative du commerce des matières premières stratégiques. Ce n'est pas la Belgique qui a contrôlé le Congo, c'est un mécanisme juridique et économique sophistiqué qui a utilisé l'étiquette belge pour obtenir une légitimité internationale. La distinction est cruciale. Elle montre que le pouvoir économique moderne est souvent dissocié du pouvoir étatique apparent. Cette dissociation entre apparence et réalité, entre souveraineté formelle et pouvoir effectif, peut être la leçon la plus importante. Dans notre monde contemporain, nous continuons à penser en termes d'État et de frontières. Mais les véritables structures de pouvoir économique opèrent à travers des réseaux d'infrastructures, des systèmes de concession, des reconnaissances internationales qui transcendent les souverainetés nationales. Comprendre ces mécanismes, c'est comprendre comment le pouvoir économique fonctionne réellement au-delà des apparences politiques formelles. Abonnez-vous pour des analyses approfondies qui révèlent les structures invisibles du pouvoir financier et nous permettent de comprendre comment les mécanismes historiques continuent de façonner notre présent économique. À votre avis, lequel des 5 mécanismes identifiés dans le cas belge, séparation juridique entre pouvoir économique et responsabilité politique, négociation de reconnaissance internationale, contrôle par infrastructure, système de concession territoriale, ou dissociation entre apparence formelle et pouvoir effectif, reste le plus actif et le plus déterminant dans la structuration du pouvoir économique contemporain? Et comment ce mécanisme opère-t-il aujourd'hui dans des contextes différents du colonialisme historique? Partagez votre analyse en commentaire.